Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui vous allez suivre la flèche, le GPS, l'indicateur. Sophie nous reparle de cet oiseau particulier. Comment ça va Sophie ? Écoute, plutôt bien. Il a fait bien chaud ce week-end, mais là ça va un peu mieux. On attendait juste un orage, donc écoute, tant mieux. Et toi ? Eh ben nous ça a été le week-end d'observation des oiseaux des jardins. Ah. Et c'était pas fameux de mon côté. T'as pas vu grand-chose ? Oh. Non, j'ai pas vu grand-chose. Même pas un petit rouge-gorge, ça. non ? Si, rouge-gorge, moineau domestique, puis bavarde, mais pas de surprise, voilà, par rapport... T'as pas vu un toucan ? Je suis années. désolé. Je suis triste quand même, t'aurais pu au moins nous sortir un toucan, quoi. C'est Non. vrai, Voilà. J'aurais pu au moins parler de perruche, Voilà. mais bon, Qu'est-ce qu'il y a dans ton jardin ? ce sera peut-être pour l'année prochaine. Et toi, Sophie, du coup, tu vas nous parler du grand indicateur, ou en tout cas de l'indicateur, qui est un oiseau qu'on avait déjà évoqué dans l'émission, mais tu vas nous redire Mais oui. qui il est réellement, quelle est sa formidable particularité. Exactement. Et apparemment, on a découvert des trucs chez lui. Oui, encore. Bah, ça n'arrête pas, hein, voilà, ça n'arrête pas. Eh ben, fantastique. Et moi, je vais vous parler de l'Idiospare leucoptère. Et on va essayer de voir pourquoi je parle de cet oiseau qui a une particularité absolument unique au monde. Et on va essayer dans la première partie de découvrir ce que c'est. Ah ah. Mais avant tout ça, Sophie, eh bien, je propose de démarrer la rétro piou-piou et on va parler de canard colvert. Voilà. On va parler de canard colvert féral. Donc on va parler de canard colvert qui habite dans les villes. Oh. Et on a découvert, grâce à un oiseau qui a été bagué, une femelle canard colvert qui a été baguée en Colombie-Britannique, que les canards colverts qui étaient présents dans les villes ne tournaient pas forcément que dans ces villes, parce que nous avons eu la chance de recapturer l'oiseau en Alaska. Pardon. Après un périple de 1975 km. En Alaska. Sérieusement. En Alaska, absolument. Mais qu'est-ce qu'il allait faire là-bas ? Enfin, qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas, cette Eh femelle ? ben, on ne sait pas. L'oiseau vient d'un centre de réhabilitation parmi 6 autres individus qui avaient été emmenés. Et donc, eh bien, l'oiseau qui circulait dans un petit parc urbain a été par la suite retrouvé à nouveau par d'autres ornithologues, quasiment 2000 km plus loin que ce qu'il était. Et ça en dit beaucoup sur les populations d'oiseaux des villes, qu'on pense uniquement tourner dans les villes, alors qu'en réalité, eh bien, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je me dis qu'elle a dû détester son séjour au centre de soins pour essayer de se barrer aussi loin que possible. Ah, c'est possible. Alors j'ai essayé d'avoir des informations complémentaires. Malheureusement, la personne que j'ai contactée sur Blue Sky ne m'a pas répondu. Donc peut-être qu'on aura d'autres informations supplémentaires à vous communiquer dans la description, puisque comme vous le savez, on aura toutes les sources de l'émission dans la description. Bon. Ben, moi, de mon côté, j'avais envie de te parler des calaos et des calaos africains. Alors, j'en parle régulièrement parce que, bon, je les aime bien, ces bestioles, elles sont assez marrantes. Mais surtout, ce soir, j'en parle parce que, en l'occurrence, tu te souviens que la CITES, donc, a siégé l'année dernière, en décembre, notamment le 5 décembre de 2025, et sur quelques jours. Et il y a quelques décisions qui ont été prises lors de cette CITES. Et notamment, il y a une personne que je connais un petit peu qui s'appelle Lucy Kemp, qui a plaidé là-bas pour la cause des calaos africains. Il y a une trentaine d'espèces de calaos africains, donc sur le continent africain, et la plupart sont menacées d'extinction ou de disparition, et donc elle a plaidé pour qu'on évite de les exporter à travers le monde, parce que tu sais que tous les ans, des chasseurs viennent sur le continent africain pour tuer des calaos et pour ramener les trophées chez eux, parce que la tête de calao, avec notamment le casque, le fameux casque qui est au-dessus du bec, est un trophée très recherché par certains chasseurs, et donc ce sont des têtes de calao qui repartent notamment vers les US par exemple,
tous les ans, on a plusieurs centaines d'animaux comme ça qui sont tués et envoyés là-bas, juste pour la tête de l'animal. Et donc, on essaie de mettre en place des lois, des régulations pour que justement ça s'arrête et qu'on arrête de tuer des animaux qui sont en voie de disparition. Ce serait bien. Bah oui, effectivement. Voilà. Alors, on n'avait pas eu l'occasion d'en discuter parce que moi, j'étais au CFO à ce moment-là où j'allais préparer mon CFO, donc le colloque francophone d'ornithologie, dont d'ailleurs, on a toujours prévu de vous mettre les vidéos un jour, mais pour l'instant, elles sont pas encore disponibles, donc bah du coup, on peut pas vous les mettre. C'est vrai. Et donc, on n'avait pas enregistré d'épisode en ce début décembre, mais c'est une très très bonne nouvelle, effectivement. Donc, du coup, ils vont être recalés sur la CITES, Alors, les pas forcément tous, mais il y en a. Alors, ils sont toujours en annexe 2 pour beaucoup. Mais par contre, la demande qui a été faite, c'est que les pays donc, qui reçoivent ces exports de têtes de Calao et les pays qui exportent, la demande a été faite qu'ils resserrent un petit peu la vis sur les contrôles douaniers pour vérifier que toutes les exportations et les importations sont bien légales, parce que c'est pas toujours le cas. Et il y en a qui passent à travers les mailles du filet assez facilement, il semblerait. Et c'est un gros problème pour la conservation des espèces, évidemment. Eh bien, on va rester dans l'illégalité, Sophie. Aïe. Et on va se poser une question. Est-ce qu'un perroquet peut participer à un procès Ah oui, je l'avais vu passer Alors, celle-là. c'est une question... Oui. Alors, c'est une question un peu saugrenue que j'ai eu l'occasion de creuser dans le cadre d'une petite chronique que j'écris sur le jeu vidéo. Et il s'avère que dans un jeu vidéo qui s'appelle Phoenix Wright Ace Attorney, eh bien, nous avons un perroquet qui doit participer à un moment donné à un procès. Alors, je vais pas vous parler du jeu en tant que tel, on va essayer de comprendre si la scène que l'on voit dans le jeu peut être réaliste. Et il s'avère que dans les années 1790, Sophie, il y a eu un procès qui a engagé un perroquet gris du Gabon. C'était à Arras. C'était un procès de haute trahison, puisqu'on est en pleine période de la Révolution, ou après la Révolution. Et les personnes avaient été accusées justement de soutenir l'ancien régime qui avait été aboli. Tout ça parce que le perroquet gris du Gabon, nommé Jaco, on n'est pas très original du côté des perroquets, eh bien, crier des vive le roi, vive le roi dans les rues d'Arras. Et bon, quand on est justement dans un régime qui a aboli la royauté, c'est plutôt mal vu. Et donc, du coup, la famille a été embarquée. Et un procès a eu lieu où l'oiseau a été convié à témoigner, ou du moins à réciter les différentes paroles qu'il a prononcées. Et il s'est avéré que l'oiseau, peut-être sentant la grillade pas loin, a décidé de se taire. Voilà. Oui. Et donc, l'oiseau a eu la vie sauve. Et les mémaîtres de apparemment... l'oiseau Alors, les maîtres de l'oiseau n'ont pas eu la vie sauve, puisque des quatre personnes qui ont été arrêtées, 3 ont été condamnées à la peine de mort. Et une autre a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Fantastique. Donc, autant dire que l'oiseau a eu, on va dire, le bon rôle. Il aurait été apparemment récupéré par une femme qui aurait été chargée de lui apprendre des termes comme « Vive la nation, vive la République ». Mais nous ne savons pas dans les écrits si cela a réellement été réussi ou pas. Donc voilà, petite histoire qui remonte aux années 1790 que je vous laisserai découvrir dans cet épisode de ce que j'appelle Game of Faune, donc une série dans laquelle je parle d'animaux et de jeux vidéo. Et là, pour le coup, je parlais d'animaux, mais il n'y a pas que ça. Sache par exemple, Sophie, que dans les années 2000, début des années 2000, en Colombie, on a un oiseau qui a été arrêté. Pourquoi ? Parce que les trafiquants lui avaient appris à dire quand la police arrivait. Et donc, quand la police arrivait, l'oiseau criait « Vite, vite, partez, partez, il y a la police !» 22, les flics. Exactement. Et donc, du coup, eh bien, l'oiseau avait été arrêté par les autorités. Je crois que c'était un Amazon lilacine, si je dis pas de bêtises. Mais bref, voilà, il y a beaucoup de petites histoires à raconter. Je vous invite à découvrir un petit peu plus le papier qui sera dans la description, avec aussi quelques sources fournies, bien sûr. Et ben de mon côté, c'est pas exactement une news, mais c'est une observation que j'ai faite ce week-end. Figure-toi qu'on est parti en rando ce week-end, et j'ai vu pour la première fois, juste à côté de moi, posé sur le sol, alors un dodo, ça aurait fait la une des journaux, mais là non, j'ai vu un engoulevent
mais posé sur le sol, juste à côté de moi. Il était à 1 mètre, littéralement, du chemin. Incroyable. Et alors pour arriver... Incroyable. Bon, heureusement que j'ai posé les yeux dessus, parce que sinon il est incapable de le voir. C'est pas possible, le camouflage est tellement parfait. Je t'assure. Ah, c'est une homochromie absolument magnifique. Il est incroyable. Mon Dieu. Extraordinaire. Félicitations. Oui, c'était la première fois, écoute, que j'en voyais un, effectivement, si proche de moi, comme ça, dans la nature. Comme ça, il s'est envolé un peu après quand il a vu qu'on s'était arrêté pour le regarder. Parce que bon, visiblement il aimait pas les paparazzis. Mais bon, écoute, c'est l'expérience qui compte. Donc voilà, on n'a pas de photos ou quoi, mais je suis très très heureuse de cette observation. Donc tout ça pour dire que des fois, si vous prenez le temps d'observer un petit peu autour de vous, vous pourrez découvrir des choses absolument extraordinaires dont vous n'avez pas conscience qui étaient juste à côté de vous. Incroyable. Mais tout ça se travaille, attention, hein, c'est toujours très compliqué parce que les gens me disent « oui, mais moi j'observe la nature et je vois pas les oiseaux, je vois pas les animaux ». Ça se travaille, hein, c'est quelque chose, c'est de l'observation. Ah oui. Par apprentissage. Donc, c'est une habitude, apprendre. Et si vous voulez en savoir plus sur l'engoulevent, on a parlé de lui. Voilà. C'est l'engoulevent d'Europe ou c'est un autre Ah non, d'Afrique. C'est un autre on a plusieurs espèces ici en Afrique du Sud, donc c'est une de celles. Alors j'aurais pas pu te dire laquelle parce que ça pouvait être un migrateur. Oui, mais je pense pas. Non, à cette époque, je remarque, mais j'avais pas l'impression. Mais surtout ici, c'est difficile de différencier les espèces parce que la plupart des différenciations se font sur les plumes des ailes et comme là l'oiseau était posé au sol, je t'avoue que de toute façon, j'ai pas vu grand chose avec les ailes repliées. Bon, d'Afrique ou d'Asie, en tout cas, on a parlé de l'oiseau il y a 2 semaines. Donc n'hésitez pas à aller écouter le précédent épisode qui lui était consacré, voilà, avec cet engoulevent découvert en Irlande. Ah, et bien voilà, on termine la rétro, à moins Sophie que tu aies d'autres petites choses à dire. Une petite news pour le livre rose. Allez. Toute petite, très sympa. Vous savez que le condor des Andes est en voie d'extinction, évidemment. Il y a pas mal de programmes de réintroduction et de reproduction en captivité qui sont en marche. Notamment, il y a le Dallas Zoo aux US qui a un gros programme de conservation. Et en plus, en Colombie, depuis quelques années, on a de nouveaux programmes de conservation qui se sont mis en place aussi. Et notamment, l'année dernière, justement, et début de cette année, ils ont publié le fait qu'il y avait eu 3 nouveaux poussins qui étaient nés pour ce programme de conservation. Super. Donc c'est une très bonne nouvelle parce qu'ils seront relâchés donc, pour participer à la population sauvage. Et on espère que tout se passera bien pour eux, évidemment. Voilà. Eh bah oui, on l'espère. Bah tiens, on va rester en Amérique du Sud, Sophie, pour notre premier sujet. On vous parle de l'idiospare. Joli nom, hein, l'idiospare. Ouais. Enfin, joli nom, je sais pas, mais... Pas sûr. Pas sûr. Alors, petit passereau qui ressemble un peu à un moineau, tout gris, voilà, avec des contrastes plus ou moins importants selon l'emplacement du corps. Genre, par exemple, on a une poitrine qui est très gris clair et des ailes qui sont très gris foncé. Voilà, Jean-Jacques Goldman serait content. Et puis, il possède aussi une bavette, le dessous de la gorge, donc ce qu'on appelle, nous, la bavette en ornithologie, et le croupion qui est blanc, voilà. Alors c'est un oiseau qu'on connaît depuis très longtemps, il a été décrit en 1837 par D'Orbigny et Lafrenet dans leur ouvrage Voyage dans l'Amérique méridionale où ils parcouraient plusieurs pays, dont notamment l'Argentine, le Chili ou encore la Bolivie. Et c'est justement dans les terres chiliennes, boliviennes et péruviennes qu'on retrouve notre idiospare. Alors au départ il avait été classé parmi les pinsons, puis ensuite les bruants. Et puis en 2016, il y a Burns et son équipe qui ont pris le problème à bras le corps et qui ont décidé de le bouger dans un autre genre qui s'appelle le genre Yucca. Donc ça a été fait par rapport à des comparaisons morphologiques, mais aussi par rapport à des comparaisons génétiques avec d'autres espèces que j'ai citées précédemment. Alors,
C'est un oiseau qui habite dans les zones humides de Puna, des lisières de forêt de polyépices, donc on est sur, on va dire, des flancs de montagne. Ça habite aussi sur des pentes rocheuses à végétation clairsemée. Le régime alimentaire de l'oiseau, il est assez mal connu, mais grosso modo, il comprend des graines, des pousses de plantes, des larves d'insectes, ainsi que des mouches grues, parce que j'ai découvert ce que c'était, Dicranomia hirsutissima pour le nom latin. Et apparemment, c'est l'une des mouches vivant à la plus haute altitude au monde. D'accord. Voilà. Et on a trouvé également des gastrolites. Donc, on en avait parlé dans un précédent épisode. Ce sont les fameuses petites pierres que les oiseaux ingurgitent pour faciliter la digestion. Et ce sont des oiseaux qui sont très sociables, qui sont capables de se réunir dans des dortoirs, qui peuvent comprendre plus d'une centaine d'individus. Et c'est un comportement que l'on peut voir tout au long de l'année, y compris pendant la saison de reproduction. Mais les idiospars, ils se réunissent en dortoir dans des endroits très originaux, et je vais même aller plus loin, Sophie. Ils nichent dans des endroits encore plus originaux. À ton avis, lesquels ? Ils nichent dans des endroits originaux. Ma foi, on a des grottes dans la région ? Alors, on est effectivement un peu dans ce genre de représentation-là, mais ce sont des grottes assez particulières. Même si, bon, on n'appellerait pas ça des grottes en réalité si on était dans le vrai terme géologique. Mais... D'accord, vas-y, dis-nous tout. Alors, on est sur une espèce d'altitude, ouais. Comme je l'ai dit précédemment. Et l'idiospare est l'un des seuls oiseaux à aller dans l'intérieur de glaciers. Ah. Alors, on pense que c'est des gîtes qui offrent une protection contre des conditions météorologiques difficiles. Vous savez qu'en montagne, les conditions météorologiques changent très vite, notamment les températures qui peuvent assez vite descendre, les vents qui peuvent assez vite être violents et les chutes de neige qui peuvent être fréquentes. Et non seulement les oiseaux se réunissent donc dans les glaciers, mais ils nichent également dans les glaciers. Et dans la cordillère Vilcanota au sud du Pérou, on a observé des individus qui nichaient dans des crevasses glaciaires à une altitude de 5200 mètres d'altitude. Et c'est la seule espèce au monde à le faire aussi régulièrement. Donc 5200 mètres d'altitude et plus, c'est on va dire le maximum qui a été observé. On a également une observation à 5000 mètres d'altitude. Au Chili, des nids qui ont été trouvés à 4200 mètres d'altitude. Et au Pérou, on est sur une altitude de 4700 mètres. En tout cas, c'est un oiseau qui niche à de très hautes altitudes. Et c'est le passereau, puisque je précise évidemment que c'est un passereau. J'ai dit tout à l'heure qu'il avait été classé parmi les pinsons, les bruyants, etc. On reste sur du passereau. Et c'est le seul passereau qui nicherait dans ces conditions-là. Alors, pourquoi nicher dans des glaciers ? Parce que vous allez me dire, mais les glaciers, c'est des températures extrêmement froides. C'est particulièrement contre-intuitif de nicher dans des glaciers. Eh ben, on pense qu'en réalité, elle offre une protection, bon, déjà contre les prédateurs, parce que personne ne viendrait s'aventurer à 5600 mètres d'altitude pour pouvoir récupérer deux jeunes oisillons qui sont cachés sous une couche de glace. Mais surtout, ça permettrait aux oiseaux de se protéger de conditions météorologiques qui pourraient être difficiles. Et donc j'ai parlé des vents, j'ai parlé de la neige, mais aussi du rayonnement solaire qui est plus important que lorsqu'on est au niveau de la mer. Et le fait de nicher justement dans les crevasses de glace, ça permettrait aussi de maintenir une certaine température du nid bien plus agréable que si l'oiseau nichait à l'extérieur des glaciers, puisque on est généralement sur des variations quotidiennes de température qui sont quand même beaucoup moins importantes et des températures moyennes qui sont plus élevées. Alors Sophie, tu vas me dire, mais depuis quand on le sait qu'il y a des oiseaux qui nichent dans des glaciers ? Eh ben, on le sait depuis très longtemps. On le sait au moins depuis les années 1960, avec notamment le travail de Johnson. Qui donc avec son équipe ont été les premiers à documenter tout ça, mais l'une des toutes premières fois où ça a été observé, ou en tout cas ça aurait été observé,
c'est la BBC qui en a fait un documentaire, ou du moins une partie de documentaire. D'ailleurs, j'ai oublié le nom, j'ai complètement zappé de le noter dans mes notes. Et ce serait apparemment la toute première fois que la nidification de l'idiospare aurait été observée, aurait été documentée aussi brillamment que celle qu'on peut voir sur d'autres oiseaux. Alors je t'ai menti Sophie en disant qu'il n'y avait pas d'autres oiseaux qui nichaient dans les glaces. En réalité il y en a un second, il s'appelle le dormillon à front blanc. C'est un oiseau qui ressemble un peu à un espèce de traquet. Mais je vais pas parler plus de cet oiseau parce que il est beaucoup moins bien documenté. Voilà, on sait très peu de choses finalement sur l'écologie de l'animal, mais aussi sur sa situation de reproduction. On sait qu'il est capable de nicher effectivement dans les glaciers lui aussi, mais on manque d'informations pour vraiment caractériser un petit peu mieux le comportement de cet oiseau. Et donc en 2018, il y a des recherches qui ont été réalisées par deux scientifiques dont j'ai oublié le nom, pareil je ne les ai pas notés, mais vous aurez le lien dans la description, et qui eux ont fait un petit peu justement le bilan à la fois des découvertes sur l'idiospare et de la découverte sur le dormillon à front blanc, et vous aurez tout ça dans la description. Voilà pour cet oiseau extraordinaire Sophie, et j'avoue quand je suis tombé sur cette vidéo par hasard sur YouTube samedi matin, j'ai fait c'est pas vrai. Comme quoi, par hasard, des fois on tombe sur des trucs bien. Comme quoi. Mais oui, absolument. Ça permet de se balader un peu. Alors après, c'est toujours le problème. C'est toujours le problème des documentaires, c'est toujours un peu romancé, etc. Oui. Par exemple, dans l'extrait que vous verrez et qu'on vous mettra dans la description, il y a une espèce de course contre la montre avec le glacier qui finit par fondre, puisque justement le soleil est au rendez-vous et donc le glacier menace de s'effondrer d'une certaine manière. Oui. Et donc il faut que les jeunes apprennent à voler le plus vite possible, sinon ils vont finir par être enterrés sous la glace. Sachant un truc assez marrant qui a été observé chez cette espèce, la nidification aurait lieu tout le long de l'année. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais divers observateurs ont observé des apports de nourriture à la fois en février et en octobre, donc deux périodes complètement opposées, sachant que on considère que la nidification de l'oiseau aurait lieu entre novembre et décembre, donc il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir chez cette espèce. Alors après, en février, ça peut être des jeunes qui sont sortis du nid qui peuvent encore être nourris, ça peut encore tenir la route. Par contre, en octobre, je suis pas sûr pour le coup. Ça peut être juste apporter de la nourriture à la femelle, tu sais, ou à d'autres. Ouais, mais apparemment, c'est vraiment des jeunes, ouais. d'après ce qui. D'accord. D'après ce qui a été remonté. Okay. Donc voilà, encore beaucoup de choses à découvrir sur cet oiseau, qui a d'ailleurs une sous-espèce. Alors, j'adore, faut que je raconte cette anecdote sur la sous-espèce, elle est extraordinaire. Donc, Idiospare speculifère, ça c'est le nom latin de l'idiospare que j'ai cité, l'Idiospare leucoptère. Mais on a également Idiospare speculifère manirostris. Et Sophie, la différence entre les deux, c'est que le bec de cette sous-espèce manirostris fait 1 mm de plus. Oui, donc grand rostre, très bien. Oui, effectivement, mais est-ce que c'est vraiment une différence suffisante pour faire une sous-espèce ? Non, parce que la question se pose. Alors, là, je suis d'accord. Mais d'après Birds of the World, ce serait une sous-espèce à part entière. Voilà. Donc, mais j'avoue, j'ai été sidéré, pareil, quand j'ai vu cette information, de dire que juste pour 1 mm de plus, on a une sous-espèce nouvelle. Ouais. Mais bon, peut-être que cette espèce sera amenée à rejoindre l'espèce principale. On verra. Voilà. Donc. Ouais. Mais j'ai trouvé ça particulièrement savoureux comme anecdote au niveau des sous-espèces, comme quoi ça peut aller quand même très très loin. Après, tout dépend s'ils peuvent se reproduire entre eux ou pas, parce que dans ces cas-là, si les deux populations ne sont pas séparées, pas l'intérêt de faire une sous-espèce. Tout dépend de la situation géographique, plein de choses. Voilà, c'est ça. Il y a aussi une situation géographique qui est différente, ce qui suggère aussi le fait qu'on ait séparé les deux sous-espèces. Voilà, enfin l'espèce et la sous-espèce. Manirostris ici en l'occurrence. Mais le fait d'avoir juste le bec un tout petit peu plus long
Et de pas de beaucoup, j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire sur le Oui, j'avoue. Voilà, pour Idiospar. Voilà. Ah bah. C'est cool, hein écoute, ouais, c'est intéressant. Non, mais tu vois, l'histoire de nicher dans les glaciers, finalement, ça m'étonne pas tant que ça, parce que tu connais le principe des igloos. Et effectivement, dans un igloo, ça a beau être fait de neige à l'intérieur, tu peux avoir une température tout à fait agréable. Donc, pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas, effectivement. Et puis, peut-être d'autres informations qui seront comment dire, communiquées plus tard, notamment sur le dormillon, puisque comme je l'ai dit, la fiche d'identification du dormillon est quand même beaucoup moins fournie que celle de notre cher Idiospar. Mais il faut dire aussi que les altitudes où les oiseaux nichent sont particulièrement contraignantes pour les scientifiques. Et donc c'est aussi ça qui freine l'avancée de la connaissance chez ces deux espèces-là. D'accord, très bien. Voilà. Eh bien, merci. Eh bien, Sophie, on va en Afrique désormais. Exactement. On va se balader un petit peu aujourd'hui. On va parler de l'indicateur. C'est juste après ça. L'indicateur, Sophie. Oui, le grand indicateur. L'oiseau qu'il faut suivre pour trouver du miel. Comme son nom l'indique, n'est-ce pas? Mais comme son nom l'indique, exactement. Mais faut-il le suivre pour autre chose? Qu'est-ce qu'on a découvert chez cet oiseau? On a découvert Bon, je vais t'expliquer juste là, mais quelque chose de très intéressant entre les populations locales et le grand indicateur sur place. Alors, je vous propose d'aller au Mozambique aujourd'hui, donc en Afrique, on est toujours en Afrique, et au Mozambique, des chercheurs sont allés dans des villages qui donc utilisent le grand indicateur pour donner la position des différentes ruches sauvages qui se trouvent autour des villages. Et là-bas, donc on en avait parlé, il me semble, lors du dernier épisode qu'on avait fait sur cet indicateur, on avait expliqué que effectivement il y avait des chasseurs de miel dans ces villages-là et que ces chasseurs de miel utilisaient l'oiseau pour se repérer et pour trouver les ruches sauvages. Donc il y avait une sorte de mutualisme entre les deux, de coopération si vous voulez. Alors juste pour vous remettre un petit peu ça, pour vous donner une petite image du grand indicateur, juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est un oiseau qui est assez grand finalement, une vingtaine de centimètres quand même du bec au bout de la queue, et il est principalement marron avec le ventre blanc. Le seul petite caractéristique en quelque sorte qu'on peut vraiment noter, ça va être le bec qui va être rose, bien qu'il soit un poil plus terne chez les femelles. Mais bon, le bec rose quand même avec un oiseau brun, généralement, ça se remarque assez facilement. Surtout qu'en plus, c'est un oiseau qui va chercher à attirer l'attention des humains. Donc en plus, ça va être assez facile à repérer. Donc c'est un oiseau qu'on va retrouver principalement dans les zones boisées. Donc autour de l'Afrique subsaharienne, en gros. Et par contre, vous le trouverez pas du côté ouest de l'Afrique, ce sera plus du côté de l'est. Mais voilà. Donc au côté du Mozambique, là-bas, les chercheurs sont allés étudier à peu près 13 villages différents, où ils ont trouvé un total de 131, je crois, chercheurs de miel, qu'ils ont interviewés et qu'ils ont suivis lors de leur recherche de miel, justement, et de leur coopération avec ces grands indicateurs. Et alors là, le but, c'était pas de savoir est-ce que les oiseaux, effectivement, indiquaient, parce que les ruches en question, parce que ça, on le sait depuis longtemps, on en avait parlé la dernière fois, c'est comme ça que ça fonctionne, effectivement. Les oiseaux viennent volontairement à la recherche de ces humains, et les suivent, et il y a une coopération entre les deux qui s'installe, et il y a du miel à la fin qui est trouvé. Et voilà, c'est très simple, c'est une coopération mutuellement profitable. Et donc, en fait, là, le but de l'étude portait surtout sur la manière dont les deux communiquent. Alors, comment est-ce que l'oiseau et l'humain se comprennent? C'était ça, la grande question. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que l'un appelle l'autre? Comment est-ce que ça fonctionne, tout ça? Alors c'est très intéressant parce que dans cette publication donc, qui est sortie début janvier de cette année, enfin mi-janvier plutôt, on a justement le détail de cette communication qui s'effectue entre l'homme et l'animal.
Et c'est très très intéressant parce que en étudiant 13 villages du Mozambique, on étudie aussi 13 cultures différentes et 13 dialectes différents. C'est-à-dire que les chasseurs de miel de chacun de ces villages n'ont pas le même appel pour appeler l'oiseau. Et malgré tout, l'oiseau, dans chacun de ces 13 villages, répond. Et c'est la même espèce qui va répondre. C'est pas une sous-espèce différente, c'est pas... Non, c'est bien le grand indicateur qui répond à chacun de ces 13 appels différents dans ces 13 villages différents, avec ces 13 dialectes humains différents. Et donc, la question donc, que sont posées les chercheurs, c'est est-ce que c'est l'oiseau qui s'adapte? Est-ce que c'est l'homme qui s'adapte? Comment ça se passe? Et en fait, il semblerait que il y ait en quelque sorte, dans chaque région, parce que là on est sur des villages qui sont séparés par plusieurs centaines de kilomètres parfois quand même, donc on est sur des populations séparées, de grands indicateurs, et d'humains aussi en l'occurrence. Donc il semblerait qu'autour de chaque village, on ait une population de grands indicateurs qui ait appris à reconnaître un certain appel des gens du village. Et si jamais un chasseur de miel d'un autre village, parce que ça arrive de temps en temps, il bouge de village en village, parce qu'il y a une sorte de chasse coopérative, en quelque sorte. Visiblement, les chasseurs de miel se mettent souvent à 3 pour aller chercher du miel, c'est plus simple pour gérer les abeilles, etc. Donc, ils se mettent à 3. Et des fois, il y a quelqu'un d'un village d'à côté qui vient pour les aider. Sauf que ce quelqu'un du village d'à côté, il n'a pas le même appel pour appeler les oiseaux. Alors la question se posait, et du coup les chercheurs ont écouté en même temps comment ça se passait au niveau des humains. Qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là, la personne? Est-ce qu'il utilise l'appel de son village, qui du coup n'est pas le même, ou est-ce qu'il va prendre l'appel du village dans lequel il arrive par mimétisme en quelque sorte? Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la personne qui arrive d'un village voisin ne va pas utiliser sa propre expérience dans son village à lui, et ses appels qu'il a développés dans sa langue natale, il va utiliser l'appel du village dans lequel il arrive. Pourquoi? Parce que les oiseaux de la région ont appris à reconnaître cet appel-là. Ils reconnaissent pas du tout l'appel du village voisin. Celui-là, ils ne le prennent pas en compte. Alors les chercheurs savent pas si c'est parce que l'oiseau est pas habitué, et qu'il a pas l'habitude, donc parce qu'il associe pas la recherche de miel avec cet appel-là, ou tout simplement parce qu'ils se disent que peut-être il y a un problème, c'est pas exactement la bonne chose, je le connais pas ce type-là, qu'est-ce qu'il me veut? Ouais, il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être un problème de danger aussi, il y a peut-être une accoutumance, une habituation en quelque sorte aux personnes qui vont faire la recherche de miel, c'est peut-être aussi comme ça que ça se passe. Donc ils se sont posé la question, et visiblement non, l'oiseau ne répond que à l'appel qui est bien spécifique de la région d'où il vient. Alors pour confirmer la chose, ils se sont amusés à déplacer donc des grands indicateurs d'un endroit à un autre et voir s'ils réagissaient effectivement C'est exactement ce que j'allais... Ouais. Ok, c'est exactement ce que j'avais pensé. Ah bah oui, je le sentais bien. Donc ils se sont amusés à regarder si c'était l'oiseau qui bougeait et pas l'humain, est-ce que du coup il y avait un changement. Et il semblerait que quand l'oiseau migre, il s'adapte lui aussi aux appels locaux. Ce qui lui permet donc d'avoir une coopération intéressante avec les humains du coin, parce que c'est aussi une manière pour lui de trouver sa nourriture quand même. Donc, d'un côté comme de l'autre, soit lorsque l'homme migre, c'est l'homme qui s'adapte, ou quand l'oiseau migre, c'est l'oiseau qui s'adapte en fait. Et c'est assez drôle de voir que cette coopération est tellement importante que d'un côté comme de l'autre, les deux s'adaptent dès qu'ils bougent pour conserver cette coopération avec les populations locales. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc l'article explique que c'est toute une variété de cris divers et variés qui sont utilisés pour appeler l'oiseau, et pour que l'oiseau aussi, parce que l'oiseau aussi appelle les humains de son côté, c'est-à-dire qu'ils vont venir volter un peu devant l'humain en question, et puis ils vont faire certains cris, certains appels bien spécifiques qui vont dire à l'homme que voilà, viens, j'ai un truc à te montrer, en quelque sorte. Et les deux se comprennent de cette manière-là, c'est ça qui est assez incroyable quand même. Donc voilà, donc cet article-là est très complet, et surtout il est en open access, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à aller le voir. Super. Voilà. Je vous conseille bien. Super. Alors, j'ai quand même une question, parce que autant pour les humains, je peux le comprendre, autant les oiseaux qui s'adaptent.
il y a une transmission culturelle au sein de la communauté d'indicateurs. Exactement. Il y a une transmission culturelle qui se fait déjà lorsque l'oiseau est tout jeune et qu'il est au nid. C'est un peu comme l'apprentissage du chant chez un oiseau, visiblement. Enfin, on suppose que c'est comme ça. Et donc, cette transmission se fait à travers le groupe, la famille déjà. Et c'est donc des choses qui sont apprises par l'oiseau. C'est pas inné, c'est appris. Alors, du coup, je vais reformuler ma question. Si on déplace un oiseau dans un autre espace géographique, donc il doit apprendre quelque part un nouveau chant ou un nouvel appel, est-ce que c'est de la transmission culturelle entre indicateurs ? Bon, peut-être pas volontaire, mais en tout cas, il va copier ce que font les autres indicateurs, oui. Du coup, je pense que c'est c'est un peu comme quand tu vas... C'est plus de l'observation à ton avis. Exactement. Tu observes ce qui se passe, tu en tires tes propres conclusions et du coup tu vas reproduire le phénomène plus tard. Tu sais, c'est un peu comme ce qui se passe avec les cacatoès qui arrivent à ouvrir les poubelles. Ils observent et puis ils refont à leur tour. On a exactement pensé au même truc. Alors, on en avait parlé dans une autre émission à un moment, mais du coup ça vous prouve aussi que beaucoup d'espèces d'oiseaux différentes, parce que là on n'est pas du tout sur un perroquet, le grand indicateur, c'est pas ça du tout. Clairement pas. Donc beaucoup d'espèces différentes. On est même sur un oiseau parasite, si je dis pas de bêtises. Exactement, on est sur un oiseau parasite, mais du coup même sur un oiseau qui au final on pense, bon je vais donner des termes qui sont pas exactement scientifiques, mais on le pense moins intelligent qu'un perroquet en quelque sorte, eh ben on est quand même surpris par les capacités de la bestiole. Ça c'est quand même quelque chose, c'est pas rien, l'apprentissage par observation, et puis après la reproduction du comportement, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, surtout quand c'est des oiseaux qui font pas partie de la même famille. Bah alors, c'est pas la seule espèce qui fait ça, notez, il n'y a pas que les perroquets, évidemment, il y a plein d'autres petits passereaux qui le font aussi, on en avait parlé à d'autres moments dans le courrier de la Sterne d'ailleurs, mais bon, voilà, ça c'est intéressant encore une fois. Autre question que j'ai à poser, et peut-être que les scientifiques y répondent dans l'étude, est-ce qu'il y aurait peut-être aussi une reconnaissance faciale qui s'opère comme chez certains oiseaux, comme les corvidés par exemple, qui ont une formidable faculté pour reconnaître justement visage et vêtements aussi. Est-ce que c'est posé comme hypothèse de la part des scientifiques dans l'étude ? Pas forcément, parce qu'en fait, lorsque la personne donc bougeait de village en village pour essayer de chasser du miel avec des oiseaux d'un autre village, si il parvenait à reproduire les cris d'appel correctement, les oiseaux venaient quand même. Donc je pense que c'est pas un problème de faciès pour le coup, c'est plus un problème vraiment d'appel vocal, et c'est vraiment ça qui va être important pour la reconnaissance de l'oiseau. Donc à mon avis, le visage... Ça dit, les oiseaux sont tout à fait capables de différencier les visages, ça c'est pas un problème, mais je pense que c'est pas ce qui compte pour eux à ce moment-là. Ok, intéressant. Waouh, c'est super. Les indicateurs, ils sont trop forts. Et, et je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de terminer cet épisode que de finir là-dessus. Exactement. Voilà. Bravo les indicateurs. Donc, exactement. Bravo les indicateurs. Bravo les idiospars, même si... les idiopsars, pardon. Idiospars. J'ai dit idiospars depuis le début, mais non, c'est idiopsar. C'est pas facile à prononcer ça quand même. Je m'en rends compte. ouais, effectivement. C'est un idiopsar du coup. Mais eux aussi sont trop forts, voilà. Ils nichent dans les glaciers. Ils nous étonneront toujours. Merci à vous tous. Toujours. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On vous rappelle que tout ce qu'on a dit sera à découvrir, détaillé dans la description avec les différentes sources de nos articles. Je vous rappelle aussi que nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube également. Si vous avez des questions, ça se passe là-bas. Et la meilleure façon de soutenir le Courrier de la Sterne, si vous avez apprécié cet épisode, c'est de le partager autour de vous. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast 100% oiseaux. On est de plus en plus nombreux et nombreuses à être écoutés et ça fait plaisir. Enfin, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter parce que voilà, c'est pas les personnes. Bref, je vais m'arrêter là. On va conclure l'épisode ici. J'ai besoin d'aller dormir. Voilà, peut-être dans des glaciers, je ne sais pas. Merci Sophie, merci à tous et à toutes et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes.